Bonjour et bienvenue sur notre nouveau podcast, l'Info décalée. Retrouvez Ulysse, Karim et Antoine tous les mardis avec de nouveaux invités. On va aborder des sujets d'actualité, on va débattre avec les invités sur des critiques de films et plein d'autres sujets. Retrouvez-nous très vite sur l'Info décalée. Et bien le bonjour, bienvenue sur votre émission hebdomadaire, l'Info décalée. Je vais vous laisser la place tout de suite à Ulysse pour ce qui va se passer pendant l'émission. Alors oui, aujourd'hui, au moment où on parle, on est le 12 décembre. Et c'est le dernier jour de la COP28, donc la 28e réunion internationale qui va réunir tous les grands dirigeants de notre planète pour discuter du changement climatique. Et comme d'habitude, beaucoup d'enjeux, des promesses, mais malheureusement, peu de changements par rapport à la dernière fois. On va commencer ça tout de suite. Là, pour cette COP28 de cette année, encore beaucoup d'objectifs, notamment le Building Breakthroughs organisé par la France et le Maroc, qui est un programme pour développer de nouvelles technologies, pour éviter les empreintes carbone de la construction du bâtiment. Il y a aussi un programme pour tripler la production d'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est plutôt énorme. Il y a, comme d'habitude, toujours la promesse de réduire l'émission carbone de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel d'ici l'horizon 2050. Il y a eu une autre, par exemple celle d'avant, une COP en 2015 qui prévoyait de réduire encore comme d'habitude les émissions de CO2 et notamment de réduire à 1,5 degré la température globale de la planète depuis les niveaux pré-industriels d'ici l'horizon 2050. Et comme d'habitude, ils renouvellent cette promesse. Et le truc qui est un petit peu choquant, c'est que il y a pas grand chose il y a quand même beaucoup de choses, mais il y a pas grand chose qui a été fait, parce que d'un côté il y a ceux qui font des promesses, mais qui ne font pas grand chose, et il y a ceux qui font semblant de les réaliser, alors que d'un autre côté ils continuent à justement à faire de pire en pire. Exemple, le prince des Émirats Arabes Unis. On peut commencer directement, oui, avec justement celui qui a été le présentateur de la COP 28. Donc, c'est quand même le chef de la compagnie d'exportation de pétrole d'Abu Dhabi quand même. Ouais. Et ce que je trouve pas normal aussi, c'est la COP 28, faut le préciser, a eu lieu justement aux Émirats Arabes Unis. Pays qui a notamment basé son PIB sur l'exportation de pétrole. Exactement, sur la production de CO2. Alors Luc, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, sachez que pour les déplacements de tous les invités, cela a relâché plus de 40 millions de tonnes de CO2. Ah oui, quand même. Du coup, je trouve que c'est pas le pays idéal pour représenter cette COP28, parce que c'est, je dirais presque, le plus gros pollueur du monde après les États-Unis et l'Inde, la Chine, etc. Ouais. C'est un gros pollueur qui pourrait faire beaucoup mieux, mais qui s'en fout, il veut juste de la thune. Et faire la COP28 chez lui, c'est un petit peu culotté, je trouve. Oui, Karim. Moi, je trouve que c'est assez bien que ce soit les Émirats Arabes Unis qui font cette COP. Parce que déjà, dans le désert, ils ont commencé à faire des cités, des villes il y a eu des écologiques. Comme ça, oui. Donc déjà, ils utilisent moins de climatisation. Et ce que tu as dit, Antoine ou Ulysse, c'est que c'est que 40% de son PIB, le pétrole. Oui, c'est beaucoup. Oui, mais quand tu regardes les autres pays, c'est... Après, il reste 60% d'autres choses. Donc, 40% sur une seule activité. S'il n'y a plus de pétrole, leur argent diminue de 40%. C'est beaucoup, 40%. C'est beaucoup pour un pays. C'est comme la France. La France dispose d'un budget de 300 milliards par an. Oui. Mais si on leur enlève 40%, il ne reste plus que pas faire le calcul. 200 milliards. Quoi. C'est un gros truc, quoi. Voilà. C'est énorme. 200 milliards, même 180 milliards, c'est pas beaucoup. Hein. C'est beaucoup, justement. Et justement,
Greta Thunberg, la militante écologiste, s'est rendue à la COP et a dit justement que, elle s'est pas rendue à la COP, mais elle a justement participé à cette COP en disant en fait que les COP n'étaient là que pour faire du blabla et que c'était ridicule. Oui, Karim. Il y a eu aussi des manifestations, des manifestations pacifistes, donc dirigées par Greta Thunberg et qui étaient qui étaient contre la COP parce que c'était juste du blabla. Mais il disait qu'il fallait être sur plus des choses intéressantes, autres que la diminution de CO2. Enfin, c'est ce qu'ils font, mais sauf qu'ils font que du blabla. Donc, faut rentrer dans le vif du sujet. Sauf que eux, ils partent un peu dans les environs. Et donc voilà. Ils donnent des objectifs et comme l'a dit Ulysse, 2015, on réduit les trucs. En fait, on va 2023, on réduit les trucs aussi. Je propose qu'on prenne par exemple Total Energy. Total Energy en France, pas mal de gens la voient quand même comme une entreprise qui fait beaucoup de choses pour pour le développement durable, des éoliennes, des champs de panneaux solaires, etc. Alors qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez le projet EACOP, le méga projet d'un oléoduc de 1443 km qui va relier les puits de pétrole en Ouganda jusqu'au port en Tanzanie. C'est un oléoduc, un énorme tuyau de gaz chauffé et qui va passer à travers les régions et qui va sûrement bouleverser les populations locales parce que d'abord, elles n'auront plus accès au terrain, etc. Et ça va baisser, ça va réduire beaucoup de choses. Oui, Karim ? C'est comme en Inde, j'avais entendu parler de ça, et je me suis renseignée dessus. En Inde, il y a presque plus de forêt, il n'y a que des palmiers à huile, etc. Alors oui, ça c'est vrai, ça en Inde. Donc, ils font que ça avec des palmiers à huile. Ça veut dire que certes, l'argent augmente car les palmiers à l'huile, c'est très cher. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui meurent, etc. à cause de maladies. Oui, c'est vrai ça. D'animaux qui meurent à cause des forêts, car c'est la troisième. Après, ça c'est la biodiversité. C'est quasiment autre chose que le CO2, donc c'est un autre domaine qui est ici fait pendant la COP28, donc. Mais quand on brûle des forêts, etc., ça fait du CO2. Ça, c'est vrai, ça. Quand on dévaste des forêts, on peut mettre encore plus de CO2. Donc, Je crois que Luc veut dire quelque chose. Oui, Luc. Pour en revenir à ce que tu disais, Ulysse, mais ils ne sont pas enterrés les tuyaux pour le gaz ? Alors, apparemment, non. Ils ne sont pas enterrés les tuyaux pour le... C'est du pétrole. C'est-à-dire que c'est des énormes tuyaux. Et pour que le pétrole reste visqueux et qu'il coule, en fait, il est chauffé, en fait. C'est-à-dire qu'il est maintenu à une température élevée. Et ça consomme énormément en énergie. Donc, sur le pourtour des 1443 km, vous vous rendez pas compte, c'est quand même énorme. 1443 km, il y a plein d'installations qui vont permettre de chauffer, etc. Donc, c'est pas juste un tuyau, en fait. C'est carrément une énorme route de plusieurs kilomètres de diamètre. Enfin, pas une route, mais... quand même des installations, etc. qui vont prendre de la place. Oui, mais ce serait plus facile de le mettre sous terre, parce que sous terre, c'est plus chaud que à l'air libre. C'est vrai. C'est vrai, mais... ce serait plus écologique. Sauf que... Ça reste une question de coût. 1000 km, c'est énorme. Et l'enterrer... Déjà que devant chez moi, ils sont pas capables d'enterrer la fibre parce qu'ils n'ont pas le budget sur 30 mètres. Alors imagine sur 1000 km enterrer un gros tuyau de pétrole énorme. C'est cher. Total. C'est Total Énergie. Oui, même, mais ils peuvent le mettre au-dessus et puis eux, ça leur coûte rien du coup. Et en plus, c'est beaucoup plus rentable et ils s'en foutent des populations locales. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent et... à mon avis, ce projet n'aboutira pas. Alors, avec toutes les manifestations qu'il y a quand même beaucoup de controverses, mais on parle quand même d'un énorme projet soutenu par les gouvernements des pays, parce que c'est une source de PIB. Juste, les populations locales, elles ont aussi leur avis dessus. Malheureusement, leur avis est très peu respecté. Oui, Karim ? Donc, aussi, dans le Tarn, il y a une autoroute. Et il y a eu beaucoup de manifestations là-bas.
Les CRS sont allés là-bas et donc l'autoroute va se faire. Ouais. Et parce qu'elle gêne les populations aussi, elle gêne... Ça gêne les villages surtout. Les villages. Parce qu'après, les maisons elles devront être détruites. Ouais. Et ça fait mais du bruit. Ils ne peuvent pas tout simplement contourner les maisons. C'est plus cher. C'est compliqué une autoroute, c'est vraiment un truc très compliqué. Ouais, et d'ailleurs, finalement, les autoroutes et les rocades, elles font des cercles. Oui. Mais en fait, ça, c'est un petit peu comme le projet EACOP de Total, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est décidé et que c'est pas des manifestants qui vont réussir à l'arrêter parce que c'est un énorme budget en fait. Et le problème, c'est que les gros projets comme ça, ils vont écraser les petites personnes qui ne peuvent rien faire. Et ça, je trouve, c'est révoltant quand même. C'est pas ouf. Je pense que s'il y a de grosses manifestations, certaines choses ne pourront pas être possibles. C'était comme à Hollywood avec la grève des acteurs. Du coup, les films ne pouvaient plus être tournés. Ils ont accepté leur... Ouais, mais c'est vital. Les acteurs, c'est vital, logique. T'as besoin d'un acteur pour faire un film. T'as pas besoin d'avoir... Les personnes aussi qui vivent dans le village. village. Tu t'en fous. S'il y a 200 personnes qui sont à côté d'une autoroute, ça leur fait du bruit, ça casse des maisons. Malheureusement, si c'est tout un pays qui choisit, qui donne de l'argent, qui finance, qui paye des ouvriers, etc. Faire, les manifestants, même s'ils font une énorme manifestation, bon, ça changera pas vraiment grand-chose et c'est ça qui est un peu dommage quand même. Donc là, on vient de parler des gens qui agissent beaucoup de toute leur force, mais que ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, on va plus aborder un autre thème, c'est pourquoi certaines personnes ne se rendent pas compte et qu'est-ce qui nous empêche d'agir justement pour ce développement durable ou en tout cas pour améliorer le climat, etc. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes économiques, mais il y a aussi des problèmes psychologiques. Et je vais laisser la parole à Antoine, du coup. Oui, ça s'appelle... c'est un petit rapport avec ce qu'on a vu la semaine dernière aussi. C'est des biais qui vont vous empêcher de vous dire ça. Par exemple, oui, du coup, il existe un biais très célèbre, enfin, pas forcément célèbre. Ça s'appelle le biais d'optimisme. Par exemple, vous lisez dans le journal... y a des ouragans qui vont dévaster des villages en Afrique et il y a plein d'enfants qui meurent et c'est horrible quoi. Alors pourquoi vous faites rien là? Parce que vous vous dites je m'en fous, j'habite pas à côté, les ouragans ça va pas m'arriver dessus. Je vais pas donner de l'argent pour essayer d'aider ces communautés, ces villages. Alors que si on vous dit il y a des ouragans en Afrique, il y a des gens qui meurent, etc., faites un don, mais qu'après, on vous dit, peut-être que dans 50 ans, dans le Val-de-Loire, il y aura des incendies, il y aura des méga-feux qui vont dévaster votre propriété. Et Prise de conscience directe. Prise de conscience directe, exactement. Du coup, vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai que si on fait rien, après, ça va nous arriver dessus, du coup, on va éviter ça, on va aider. Et c'est ce biais du coup que les gens essaient d'exploiter pour toucher les gens. Pour toucher les gens en leur disant que c'est pas que aux autres. La sensibilisation. Exactement. Ouais, parce que en fait, je sais pas si vous remarquez, mais la plupart des gens, il y a 3 différents comportements face au changement climatique. Il y a les gens qui sont optimistes, pessimistes, et il y a ceux qui sont anxieux. C'est-à-dire que ceux qui sont optimistes, c'est ceux qui pensent que c'est pas grave et que y a aucun problème. Ceux qui sont pessimistes, c'est ceux qui disent que c'est grave, mais qu'ils n'ont pas de problème direct. Et ceux qui sont anxieux, c'est vraiment ceux qui ont vraiment des problèmes avec ça. Et c'est ceux qui sont les plus... c'est souvent ceux qui vont le plus lutter. Et justement, avec le biais d'optimisme, les gens qui étaient optimistes, ils vont passer directement du statut optimiste à anxieux, c'est-à-dire qu'ils vont directement être touchés par le changement. Et il y a une autre chose aussi, et là on est plus sur des gestes au quotidien, parce que on nous dit souvent de faire des gestes au quotidien, etc. On a souvent l'impression que tout le monde les fait, mais en vrai il y a des gens qui ne les font pas dans certaines zones. Il y a 2 problèmes. Il y a un problème qui est plus politique et il y a un problème qui est plus mental. Il y a par exemple le biais du conformisme social. Imaginez, vous voulez arrêter de manger du bœuf.
vous allez vous arrêter de manger beaucoup de viande. Du coup, vos amis vous invitent à aller au restaurant. Vous prenez un burger veggie, alors que tous vos copains prennent des burgers avec un énorme steak, etc. Et donc vous vous dites, ça sert à rien de prendre un truc veggie, de toute manière personne le fait. Donc si personne le fait, moi si je le fais ça sert à rien, donc je vais pas le faire. Et c'est à cause de ce biais de conformisme social, si tout le monde le fait ou si personne fait comme moi, que ça va changer ça. Il y a une deuxième chose aussi, c'est par exemple nous en France, on a l'air bien par rapport au changement climatique, c'est-à-dire que le gouvernement nous laisse beaucoup d'options et on nous dit souvent que c'est les petits gestes qui comptent, etc. Mais il y a des endroits, d'autres pays où les petits gestes ne servent à rien parce qu'on peut pas les faire. Par exemple, imaginez, on vous demande de prendre le vélo pour aller faire autre chose. On est d'accord, vous prenez le vélo, vous allez sur la piste cyclable, etc. On est d'accord. Et il y a des pays qui n'ont pas pris les mesures de faire des pistes cyclables, etc. Donc, en fait, personne ne prend le vélo là-bas. Et c'est pareil, imaginez, vous voulez recycler, mais il n'y a pas d'usine de recyclage. Vous n'allez pas pouvoir faire une usine de recyclage vous-même. C'est-à-dire que ça veut dire que ça sert à rien que les citoyens font des bonnes actions tant que le gouvernement n'a pas mis les mesures conformes à ces bonnes actions, justement. C'est vrai que dans les pays développés, justement, il existe des autoroutes et des pistes cyclables, et on vous laisse le choix, soit de prendre la voiture, du coup, émettre du CO2 et polluer. Ouais. Et ils vous laissent aussi le choix de juste prendre un vélo et aller au travail ou aller chercher du pain comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des pays où soit t'as pas de vélo, soit t'as pas de piste cyclable. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix. Tu fais ça et c'est tout. Il y a des pays qui n'ont pas d'usine de recyclage ou autre chose. Donc finalement, ça ne sert absolument à rien de recycler dans ces pays. C'est ça, exactement. Et donc, c'est à cause de tous ces facteurs qu'il reste quand même difficile d'agir de façon vraiment efficace à notre échelle. Et c'est pour ça justement qu'il existe des COP, etc. Mais si ces COP n'aboutissent pas, on est un peu coincé. Oui, Karim ? Mais ça veut juste dire que tout le monde, c'est des suiveurs, quoi. S'il y en a un qui fait, après les autres, ils font. Alors ça, c'est vrai. Ça veut dire que c'est comme... Voilà. Ouais. Et il y a des pays où il y a beaucoup de gens qui suivent, il y a des pays où les gens n'agissent pas et le gouvernement non plus n'agit pas. Donc à ce niveau-là, dans ces endroits-là, on est un peu coincé. Ici, là, on fait des actions, etc. Bon, c'est pas mal. C'est déjà mieux que rien, mais il y a des endroits où ils peuvent pas faire des trucs parce que soit ils n'ont pas les moyens, soit ils n'ont pas les initiatives de le faire. Karim. Après, l'écologie aussi, il faut dire la vérité, mais c'est cher pour les pays non développés. Ah oui, c'est extrêmement cher, oui. Parce que exemple, mettre des éoliennes ou des barrages, ça coûte énormément d'argent. Et la France, on peut en faire parce qu'on a un budget assez colossal. Un pays développé, voilà. Le budget, tandis que si on va, je sais pas, dans un pays en Afrique... on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. On devra soit prendre la voiture parce que ce sera moins cher et aller au travail, etc., même si c'est pas très loin. Et donc si on prend le vélo, ça va déjà, on va acheter quelque chose et qui va pas nous servir longtemps parce que les autres ils vont pas le faire, et quand on va voir que les autres ils font pas, on va prendre la voiture comme les autres, etc. Ouais. Il y a un autre exemple qui peut être pas mal, c'est l'agriculture biologique. Si on regarde dans les magasins, vous allez avoir la salade avec des pesticides, mais vraiment bourré. Ils le disent sur l'emballage même, tu vois. Je vois le truc, ouais. Là, ça coûte 50 centimes. Et après, à côté, il y a écrit... pastèque élevée en plein air, machin. Salade, putain, pastèque. Salade élevée en plein air, zéro pesticide, etc. Ouais, c'est sympa, mais 2,50 €. Ah oui. 5 fois plus cher. 5 fois plus cher. En fait, le budget, c'est un énorme mur face aux gens qui veulent faire du développement. Et en plus, le plus souvent... Tu vas payer ta salade de 2,50 €. Hein. Oui. En plus, plus souvent, c'est les agricultures biologiques. Ils sont pas très loin d'agriculture où il y a des pesticides, etc. Alors oui, c'est vrai, il faut pas tomber dans le piège. Voilà, parce que le plus souvent...
l'agriculture biologique peut être industrielle. Ah, c'est vrai ça. Parce que l'agriculture biologique, il y a des normes à respecter, mais c'est aussi industriel. Ce n'est pas que des agriculteurs locaux qui le font. Ça peut être du bio de Madagascar. Oui, c'est vrai. Parce que quand vous allez, je sais pas, à Grand Frais, souvent la présentation, etc., vous fait croire que c'est Jean-Michel du champ d'à côté qui a produit ces légumes et qui les a vendus au marché là. Alors qu'en fait, je sais pas, c'est Antoine Vergniaud qui habite à l'autre bout de la France, qui tient ses champs avec plein de machines et plein de gens comme une entreprise. Et qui exporte ses et même à l'autre produits par camion et qui pollue énormément. En fait, les gars, on parle d'agriculture biologique, pas de transport biologique. Donc en fait, c'est souvent ils peuvent mettre agriculture biologique, mais c'est pas complètement écologique. Certaines agricultures biologiques sont biologiques mais pas écologiques. Oui. C'est vrai que c'est pas la même chose. Elles sont bonnes pour ton corps, mais elles sont au niveau écologie, c'est pareil que des choses normales. C'était tout pour cette semaine. À la semaine prochaine avec l'info décalée. Et rendez-vous en 2050 pour voir si les promesses ont été tenues, bien évidemment. Même si ce sera faux, j'espère. Pitié. J'espère que ce sera allez, ciao. Allez, la semaine prochaine. Bye.